beaucoup. Je suis Alain Deneau, donc directeur de programme au Collège international de philosophie, mais plus actif sur ces questions en tant que chercheur au réseau pour la justice fiscale. J'ai été l'auteur de différents ouvrages sur la question des paradis fiscaux, Paul Martin et compagnie, Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle, paradis fiscaux, la filière canadienne, escroquerie légalisée. Et aussi, j'ai participé à la rédaction du rapport sur le Canada édité par le Financial Secrecy Index du Tax Justice Network, une organisation qui établit un classement des paradis fiscaux beaucoup plus pertinent que celui de l'OCDE, par exemple. Je suis accompagné d'Aline Tremblay, qui est chercheur au Réseau pour la justice fiscale, et d'Éric Bouchard-Bouliane, qui est avocat et économiste à la Centrale des syndicats du Québec. Éric Bouchard-Bouliane est également coordonnateur du collectif d'association Échec aux paradis fiscaux. C'est un plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. On peut saluer le travail que vous faites sur cette question aujourd'hui et ces derniers temps, surtout en période d'austérité, alors que les citoyennes et citoyens du Québec se font dire depuis longtemps maintenant que le gouvernement n'a plus d'argent, qu'on doit fermer la bibliothèque du ministère de la Santé, qu'on doit revoir à la baisse la qualité des aliments dans les CPE, qu'on doit fermer des lits dans les hôpitaux, et ainsi de suite. On comprend à quel point la question des paradis fiscaux est centrale quant à des enjeux de ce type. Nous abordons la question des paradis fiscaux sous l'angle de la pensée politique. Ce qui nous intéresse, c'est de se demander ce qu'il advient d'un monde dans lequel la moitié des transactions financières internationales passent par les paradis fiscaux, dans lequel on estime qu'il y a entre 21 000 milliards de dollars et 32 000 milliards de dollars en circulation dans les paradis fiscaux. Ça, c'est 21 et 12 zéros. Et ces réflexions que nous menons nous amènent à nous dire que les législations de complaisance dont les paradis fiscaux font partie sont comme État ou comme législation des adversaires de l'État de droit. C'est-à-dire que ce sont des législations qui, dans leur nature même, ont pour vocation à neutraliser l'État de droit dans son fonctionnement ailleurs dans le monde. Quand je parle d'État de droit, j'entends, avant de parler de politique publique, avant de parler de délibération politique, avant de parler de parti pris, j'entends le cadre même que les collectivités se donnent précisément pour délibérer sur les choix de société qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, on est confronté à des États ou à des législations, les paradis fiscaux, qui, dans leur pratique, votent des lois qui ont pour seule visée de neutraliser le droit en tant qu'il est en vigueur ailleurs. Vous êtes un contribuable allemand, vous avez un certain nombre de contraintes, vous savez que ces contraintes-là s'estompent du moment que vous passez au Liechtenstein. Vous êtes un contribuable canadien, vous faites face à un certain nombre de contraintes et vous savez que les législations de complaisance et les paradis fiscaux élaborent des dispositifs qui visent à permettre à des acteurs de voir les contraintes du droit s'estomper dès lors qu'ils délocalisent leurs actifs dans une autre législation. S'il s'agissait de ce point de vue, de parler des paradis fiscaux, on pourrait faire ce qu'a fait exactement Margaret Vestager, la commissaire de l'Union européenne qui est à l'origine de l'affaire Apple, à savoir parler, en ce qui concerne les paradis fiscaux, d'abus de pouvoir. Un paradis fiscal est une législation qui abuse de son droit à légiférer. Pourquoi? Parce que, prenons des exemples, lorsque les îles Vierges britanniques, lorsque le Panama, lorsque le Luxembourg, lorsque Hong Kong, dans leurs droits respectifs, prévoient la création possible de structures de droit, des sociétés exemptées, des compagnies internationales, des trusts, des fondations caritatives, le plus souvent, dans ces dispositions-là de la loi en vigueur dans les paradis fiscaux, on dira les créateurs d'une société exemptée ou d'une structure telle que celle que j'ai nommée bénéficient d'exemptions d'impôts,
ne font l'objet d'aucune surveillance digne de ce nom en ce qui concerne leurs activités, éventuellement criminelles, blanchiment d'argent, corruption, ainsi de suite. Il n'y a pas de divulgation requise dans des registres des bénéficiaires réels des structures, ainsi de suite, à la condition que cette entreprise n'ait aucune activité réelle chez nous. Il n'y a pas d'activité substantielle de prévue. Si on crée une structure à la Barbade qui va vendre des poissons au coin de la rue dans un village, elle paiera des impôts. Mais si on crée une structure dont il est convenu qu'elle gère un capital qui est en opération partout dans le monde, sauf dans la législation, à ce moment-là, les avantages que j'ai donnés en exemple seront conférés. Cela veut dire que les législations de complaisance et les paradis fiscaux créent des lois qui portent sur la façon dont le capital est administré partout dans le monde, sauf chez eux. Donc, le Panama, quand il prévoit ses lois, il légifère sur un capital qui n'aura jamais, en quelque sorte, de lien avec l'économie réelle du pays. Et donc, on crée une sorte de registre d'anomie. Vous avez des Québécois, une entreprise québécoise qui va créer une filiale dans un paradis fiscal qui sera indépendante en droit, avec laquelle elle fera facticement des affaires, factures, emprunts, ainsi de suite. Et on pourra toujours dire au fisc québécois et au fisc canadien, oui, moi, entité québécoise, j'ai des actifs qui ont été générés par une activité que j'ai ici, mais ils relèvent d'une entité panaméenne ou de Hong Kong ou luxembourgeoise. Et ces actifs-là, qui relèvent de cette entité-là, dans le pays concerné, n'ont aucun lien avec l'activité réelle. Et donc, on crée une strate là, qui pose problème et qui pose problème sur un plan diplomatique. La question des paradis fiscaux est une question de très grande envergure. C'est une question politique. Ce n'est pas seulement une question technique. Oui, il y a des enjeux techniques en cause, on l'a entendu ce matin, et l'immense majorité des propositions et des propos qui ont été tenus étaient fort pertinents. Mais l'idée, c'est qu'en plus de ces enjeux-là, il y a la question politique. Et ça pose problème quand on soulève la question auprès d'un législateur qui n'a pas un rôle proprement national. Mais la question se pose quand même. Et cela nous amène à vous dire aujourd'hui 3 choses, à soulever 3 points qui sont le fruit de nos délibérations. La première, c'est que s'il s'agit pour le Québec de penser la lutte à l'évitement fiscal, la lutte aux paradis fiscaux en tant qu'ils sont en quelque sorte des adversaires de l'État de droit, d'après nos lectures, nos études et un livre que j'ai signé et que j'ai pu faire avec le concours de mes compagnons de route au Réseau pour la justice fiscale, paradis fiscaux, la filière canadienne. Vous avez là près de 400 pages de plaisir sur le rôle du Canada dans les paradis fiscaux depuis plus de 100 ans. Étant donné qu'on évoque des situations relevant d'activités offshore avant la lettre, ce qu'on peut comprendre, c'est que le Canada n'est pas un allié crédible. Ce sont des Canadiens qui sont à l'origine de la création des paradis fiscaux des Caraïbes. Le Canada, on en a parlé ce matin, a signé une entente de non-double imposition avec la Barbade en 1980, et comme le disait sans détour André Larreau, précisément pour permettre à l'establishment financier de contourner les règles de droits et de devoirs que nous nous donnons pourtant en collectivité ici. En signer un accord de non-double imposition avec un pays qui nous ressemble, ça a du sens. En signer un avec un pays où le taux d'imposition est de 1 %, c'est aberrant. Il n'y a rien qui le justifie. On pourrait parler des conventions fiscales du même type ou de la réglementation fiscale menant au même résultat avec des législations comme les Bermudes, Hong Kong, le Luxembourg, le Panama. On pourrait aussi parler du fait que le Canada partage son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 11 paradis fiscaux. Et parce que vous savez que ces institutions de Bretton Woods ne fonctionnent pas comme l'ONU, chaque pays n'a pas son siège, mais partage son siège. Le Canada partage son siège avec 12 paradis fiscaux.
et je vous invite à lire le livre que je soumets à la Commission, il arrive que, formellement, le Canada prenne fait et cause pour les paradis fiscaux, dont il devient, dans quelque sorte, le lobbyiste au sein de ces instances, parce qu'il parle en leur nom, « on behalf of », on lit ça dans les documents. Et parmi ces paradis fiscaux-là, il y a l'Irlande. Alors, le Canada plaide pour l'Irlande au sein de ces institutions internationales-là. On pourrait parler longtemps de la faiblesse de la réplique canadienne sur la question des Panama Papers, qui n'était absolument pas à la hauteur de celle à laquelle on a assisté ailleurs dans le monde. Donc, une fois qu'on a compris qu'on a à avoir une relation de méfiance envers le Canada, et je vous parle aussi du point de vue de quelqu'un qui est en lien avec des homologues à l'échelle internationale, et le retour qui nous est fait, c'est de dire que dans les instances, qu'est-ce que le Canada freine des cas de fer pour pas qu'on avance sur cette question des paradis fiscaux lorsqu'il est question de se concerter à l'échelle internationale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, établir un rapport de force le plus probant possible avec le gouvernement fédéral. Et on peut revenir sur ce qui a déjà fait l'objet de discussion ce matin, à savoir que le Québec est déjà maître chez lui en ce qui concerne la perception de ses propres impôts. Je renvoie à mon tour à la thèse de l'économiste Gilles Larain, qui a été développée notamment avec Marois Risky, qu'on entendait ce matin. Le Canada n'a pas à se sentir concerné par les conventions fiscales signées par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire que lorsqu'une société, je pourrais vous citer un cas, là, celui de Tregaskis entre 1995 et 2000, qui a une société qui a créé une filiale à la Barbade et qui a transféré 14 millions de dollars en prétendant que c'était les 4 employés de sa filiale qui avaient généré ce capital pendant 5 ans. Et qui a pu, en vertu de l'accord de non-double imposition du Canada, signé par le Canada avec la Barbade, dire, ben voilà, j'ai payé des impôts là-bas, 1%, c'est suffisant, je rapatrie mes fonds sans être imposé une deuxième fois, ce qui est le sens du traité de non-double imposition ici formellement. Le Québec pourrait toujours dire, nous n'avons pas signé un tel accord, et en ce qui concerne notre droit constitutionnel à prélever nous-mêmes nos impôts pour financer les activités qui ressortent de nos prérogatives, eh bien, nous faisons comme si cette entente-là n'avait pas été signée. Le Québec, et si j'ai encore un peu de temps, combien de temps est-ce que j'ai? Regardez, il vous reste environ 2 minutes et demie, mais je vais vous laisser un peu de temps additionnel pour que vous puissiez faire. Merci, parce que j'aimerais simplement avancer quelque chose. Le Québec peut faire autre chose que simplement ne pas appliquer les conventions signées par Ottawa. Il peut innover. Il est souverain en la matière. Il peut proposer des choses de concert avec d'autres administrations fiscales et d'autres autorités politiques dans le monde. Et on sait qu'aujourd'hui, un des problèmes, avant même de parler des paradis fiscaux, c'est la présence même dans l'économie mondialisée de multinationales. Qu'est-ce que c'est qu'une multinationale? Ce n'est pas une entité une. Une multinationale, par définition, c'est une myriade d'entités indépendantes créées de manière multinationale. Et ces entités-là sont imposées entité par entité, pays par pays. Elles peuvent entre elles s'envoyer des factures, s'emprunter des fonds, délocaliser des actifs de façon à concentrer le plus de capitaux possible là où le taux d'imposition est faible, c'est-à-dire dans les paradis fiscaux. Bon, sans épiloguer, on sait qu'aujourd'hui, on peut solliciter des références connues, Sol Picciotto, Kerry Sadik, Alison Christians ici à l'Université McGill, le Center for Research on Multinationals, l'Observatoire des multinationales, le Tax Justice Network, et ce sont des organisations qui réfléchissent à la création d'une institution mondiale de la fiscalité pour les multinationales qui imposerait les multinationales sur la base de leur bilan consolidé. Plutôt que d'imposer Google Jersey, Google Irlande, Google France, Google Canada, entité, comme si elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres, cette instance-là imposerait la firme multinationale par rapport à son bilan, à celui qu'elle se vante d'avoir auprès de ses actionnaires lors de ses assemblées générales. Bon. Nous pensons qu'il y aurait lieu sans attendre le grand soir de l'Organisation fiscale internationale voulue par l'ONU, parce qu'on sait qu'il y aura toujours des minorités de blocage qui produisent du dumping, il y aurait lieu de développer
une telle approche en restant une autorité politique et fiscale particulière. Je m'explique et j'arrête là ensuite. L'idée du régime d'imposition du bilan consolidé des entreprises suppose qu'on impose une seule fois une multinationale et on distribue au prorata de la présence de l'entreprise dans le monde les fruits de l'exercice fiscal ainsi effectué. Rien n'empêcherait un gouvernement comme celui du Québec. J'arrive pas avec une solution miracle, mais on peut avancer avec des discussions pareilles qui sont discutées internationalement. On pourrait imaginer que le gouvernement du Québec impose les multinationales qui sont actives chez lui à partir d'une méthodologie qui porte sur le capital, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, ainsi de suite, qui établit quel est le pourcentage des revenus d'une multinationale que la dite multinationale doit à sa présence au Québec. Et lui dire, sur la base de votre bilan consolidé, nous estimons que 8 5 12 de votre chiffre d'affaires relève de votre activité chez nous. Et nous vous imposons sur cette base-là, nonobstant que les transferts aient eu lieu ensuite aux îles Vierges britanniques, au Panama, aux Bahamas ou ailleurs. On procède sur la base d'un bilan, puisqu'on sait que les multinationales sont des entités une de fait, même si de droit, on n'est pas arrivé encore à les reconnaître comme telles. Et ce serait là, je conclus là-dessus, une façon d'avancer à l'échelle internationale, sans se dire qu'on ne peut pas agir seul, qu'il faut qu'à l'international, ça bouge. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de l'international, c'est que l'action internationale suppose des formes de solidarité et de convergence dans des initiatives prises par différentes autorités publiques dans un contexte favorable. Aujourd'hui, vous avez l'Union européenne qui fait valoir son autorité sur un grand nombre de multinationales. Vous avez les États-Unis qui ont développé le FATCA, qui permet aux autorités fiscales américaines d'avoir accès à l'information de contribuables américains partout dans le monde. Et vous avez aussi en France la région Île-de-France, qui a un budget de 7,5 millions de dollars et qui, à son échelle, a déjà décidé qu'elle ne ferait pas affaire avec des institutions financières qui ont un dossier opaque dans les paradis fiscaux. Et vous avez des municipalités en Suède et ailleurs en Scandinavie qui refusent d'accorder des contrats publics à des firmes qui ont aussi un dossier opaque dans les paradis fiscaux. Et donc, agir à l'échelle internationale veut dire pour le Québec agir à son échelle dans une conjoncture qui est favorable, et cette conjoncture-là, c'est la nôtre. Merci. Merci de votre présentation. Monsieur, nous allons aller du côté ministériel. Monsieur le député de Pontiac, vous pouvez débuter. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, messieurs, dames. Merci de votre présentation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est apprécié. Vous savez, à l'étape où on est rendu dans notre étude, je vous dirais, on a entendu longuement parler de la situation actuelle, du problème, de l'impact que ça peut avoir, que l'utilisation des paradis fiscaux, que l'évasion ou l'évitement fiscal peut avoir sur notre économie, sur les entrées de fonds dans nos gouvernements ici. Donc, ce que j'aimerais, c'est peut-être avoir une discussion davantage axée sur les recommandations que vous avez. Et je vous entends bien par rapport à ce que vous dites, qu'on n'est pas obligé, disons, d'attendre d'autres juridictions, qu'on n'est pas nécessairement lié à ce que le gouvernement fédéral veut faire. Mais il y a une chose sur laquelle vous avez touché qui est intéressante, c'est la création d'une institution mondiale pour des multinationales. Je sais, comme vous dites, qu'il y a beaucoup de chercheurs ici ou ailleurs qui se penchent sur la question. Peut-être pouvez-vous nous parler de l'avancée de leurs travaux et où est-ce qu'ils en sont rendus avec ça? Est-ce qu'il y a quand même une bonne collaboration de la part de différents gouvernements à l'échelle mondiale ou est-ce que c'est encore au stage du développement initial d'une telle initiative? Pour l'instant, c'est un objet de recherche théorique, en sachant que la théorie, c'est pas juste l'esprit, l'activité des beaux esprits, là, c'est un objet d'étude. Malheureusement, ça n'en est que là, parce que l'OCDE, qui est à l'origine du BEPS,
n'a pas encore engagé de réflexion pratique sur ce que l'on fait des multinationales, à savoir qu'on continue de les considérer comme des entités éparses qui n'ont aucun lien entre elles, si ce n'est que ceux qui les lient par contrat, par exemple, dans un cas précis, dans un cas ou dans un autre, quoi. Très souvent, on parle de l'OCDE ou en Europe de l'Union européenne comme des grandes entités transcendantes qui, en quelque sorte, auraient des directives et nous parleraient de je ne sais trop quelle autorité, alors que l'OCDE, c'est nous. Et on fait comme si c'est elle qui nous parle, qui nous indique où c'en est, on attend après elle. Alors, de la même manière que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est nous au sens du rôle que le Canada y joue et dont j'ai parlé. Et donc, on a une responsabilité, en tout cas comme citoyen canadien, si ce n'est comme parlementaire dans votre cas, en ce qui concerne les orientations et les propositions de ces organisations. Mais pour le moment, l'OCDE maintient sauve finalement toute l'architecture qui permet les paradis fiscaux. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'on va mettre plus de policiers sur les routes, où on va améliorer, pour reprendre la métaphore de ce matin, là, autoroutière, on va peut-être améliorer la technique qui permet d'attraper les acteurs fautifs, mais on va maintenir en place les infrastructures et on voit là l'absence d'une conscience politique quant à la nature du problème. Merci. Je comprends ce que vous me dites, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de me décrire le problème pour arriver à la solution, par exemple, d'une création d'une telle institution, comme étant ce que vous essayez d'éviter? Vous me dites, l'obstacle principal, c'est que l'OCDE ne s'est pas penché sur le problème encore, mais ça peut revenir à différentes juridictions de le faire. Est-ce qu'il y a des juridictions qui pensent sérieusement ou qui poussent des discussions à l'intérieur ou à l'extérieur de l'OCDE, est-ce qu'il y a des juridictions qui poussent une sérieuse discussion sur la création d'un tel organisme ou pas? Pour le moment, il s'agit d'un objet de recherche de la part de professeurs de droit ou de citoyennes et citoyens actifs sur la question. À l'intérieur des appareils d'État, à l'intérieur des partis politiques, il y a des discussions qui vont en ce sens. Et ce qui serait intéressant pour faire bouger la chose, là, pour activer la roue. Ce ne serait pas de penser que demain matin, le Québec va voter ça tout seul, mais ce serait d'établir une législation qui dise nous imposerons les multinationales correspondant à telle définition sur la base de leur capital consolidé, eu égard à la portion de ce capital qui provient de l'activité ayant cours chez nous. Et cette loi entrera en vigueur le jour où X % de pays de l'OCDE, représentant X % de la population de ces pays-là, de l'ensemble des pays, auront fait de même. On pourrait s'inspirer de ce que font les étudiants quand ils votent la grève. C'est comme ça qu'ils procèdent. Les étudiants, on peut les matraquer, parfois on peut les écouter. Ils nous proposent des choses. Mais non, mais c'est un mécanisme qui est très efficace pour, en quelque sorte, lancer des mesures novatrices sans s'exposer à des conséquences fâcheuses, parce qu'on reste réaliste aussi. On sait qu'on ne peut pas agir totalement seul, mais on peut quand même être novateur. Et être novateur, souvent, ça se fait seul au début. Okay. Je vous entends parler, et peut-être une dernière question, M. le Président. Je sais qu'il y a certains de mes collègues qui veulent poser des questions également, mais je vous entends parler et ce que j'ai entendu, c'est que sur beaucoup de ces questions-là, selon vous, le Canada manque de crédibilité, disons, ou un déficit de crédibilité, et que, entre autres, on ne devrait pas appliquer les conventions signées par Ottawa, que les accords d'échange de renseignements ne sont souvent dans plusieurs cas pas nécessairement utiles ou même encouragent davantage l'utilisation de paradis fiscaux. Est-ce qu'il y a un point sur lequel le Canada fait quand même bonne figure dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a une particularité sur laquelle le Canada, sans nécessairement jouer un rôle de leader, est-ce qu'il y a une particularité sur laquelle ils font un bon travail d'après vous? Étant donné la personne du nouveau premier ministre, je dirais qu'il ne fait que bonne figure, mais au sens littéral.
Pour le reste, je veux dire, c'est pas encourageant. Je dirais pas que le dossier est absolument noir. Le Canada, c'est pas encore les Bahamas, mais le Canada est un pays qui donne accès aux Bahamas au profit des multinationales et des grands détenteurs de fortune. Mais je veux dire, quand on ouvre les portes toutes grandes à un cabinet comme Maples et Calder ici, quand on s'inspire des logiques offshore qu'on a soi-même générées dans l'histoire. Graham Towers, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada, qui va conseiller le gouvernement de la Jamaïque au moment où il devient un paradis fiscal. Jim McDonald, un ancien avocat haut placé au Parti conservateur, qui va élaborer les politiques fiscales des îles Caïmans quand ils deviennent un paradis fiscal. Donald Fleming, un ancien ministre des Finances du Canada, qui va élaborer de toutes pièces les mesures fiscales des Bahamas au moment où ils deviennent un paradis fiscal à leur tour dans les années 60. Ensuite, il y a tous les, tout le legs, tout l'héritage lié à ces initiatives. Là, on peut dire qu'on est en face d'un pays qui a développé des travers offshore dans son histoire. Je vous réfère au bouquin, ce serait trop long, mais ce qui n'est pas étonnant, parce que très souvent, les paradis fiscaux sont d'anciennes colonies, et le Canada est historiquement une colonie s'il n'en reste pas une aujourd'hui. Merci. Monsieur le député de Sainte-Rose, vous avez une question? Trois-Rivières. Monsieur le député de Trois-Rivières. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je veux rendre ça le plus clair possible. On a des gens qui nous écoutent, puis ça devient relativement complexe. Juste pour qu'on s'assure qu'on comprenne bien. Moi, je suis quelqu'un de solution. Je veux voir par en avant comment on peut régler les problématiques. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des entreprises qui font affaire chez nous, au Québec, au Canada, pour une certaine portion de leurs affaires. On nommera pas d'entreprises, mais qui sont également dans plusieurs autres nations à travers le monde. Et selon le volume d'affaires qu'ils font chez nous, ils vont réussir à prendre une portion de ce volume-là pour transférer leurs affaires ailleurs pour éviter de payer des impôts ici. Pour un particulier, quand on paie des impôts ici au Québec, on a Revenu Québec et on a l'Agence de revenus du Canada aux endroits où on paye nos impôts. Si je comprends bien, une des solutions qui serait possible avec une institution mondiale, ce serait vraiment d'avoir une agence de revenus mondiale qui pourrait, en quelque sorte, collecter les impôts pour chacun des pays en fonction du chiffre d'affaires, du volume d'affaires, du bilan des entreprises dans chacun des pays où ils sont établis. Est-ce que ça ressemble un peu à ça, une des solutions qui pourrait être possible? C'est effectivement l'idée théorique, mais comme je suis pragmatique moi aussi, je pense qu'il y aura toujours des City de Londres, des Luxembourg, des Canada, des Irlandes qui bloqueront la possibilité d'un tel projet si, d'une manière stratégique, il n'est pas engagé, il n'est pas appliqué ou réalisé autrement. Et la façon de le faire, c'est de s'inspirer de ces modalités planchées de vote, qui consistent à dire nous votons une loi et elle entrera en application lorsqu'il y aura suffisamment de législation dans le monde qui l'auront votée également. Et donc, ça crée un encouragement, ça crée un effet d'émulation. Parce qu'on est dans un monde, soyons pragmatiques et citons, un cas. La société Gildan, société québécoise dans le domaine du textile, elle reçoit de l'argent de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle relance l'industrie du textile au Québec ou au Bangladesh et en République dominicaine. C'est là qu'on crée de l'emploi, quand on relance l'industrie du textile. On écoule la marchandise sur les marchés québécois et on thésaurise les profits aux Bahamas. C'est ça, et c'est pas un cas exceptionnel, là. C'est banal. Ce que fait Gildan, c'est banal. On va au HEC, on apprend à faire ça, financé par l'État, c'est magnifique, et ensuite, on applique ces théories qu'on a apprises au HEC dans l'entreprise qui nous embauche, et on est pragmatique. Bon, ben comment on contre ces logiques-là quand elles deviennent systémiques? Il n'y a qu'à regarder les étiquettes des produits qu'on achète. Il n'y a qu'à regarder la concentration pharaonique de capitaux dans les paradis fiscaux pour se rendre compte que là, la question de la solution, elle suppose beaucoup de courage. Et pas comme on en parle habituellement quand on dit on va couper des lits dans un hôpital, puis on appelle ça du courage. Là. Du courage dans le sens du progrès social. Il en faudra beaucoup. Merci. Une question? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités, d'autres solutions de taxation, exemple, aux frontières?
Bon, là, on parle d'un produit qui est fabriqué probablement ailleurs, qui est vendu par la suite ici et qu'on réussit à transférer nos profits vers un paradis fiscal où on ne paie pas d'impôts. Mais le produit est quand même acheté ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, ne serait-ce qu'en travaillant soit avec nos frontières ou en travaillant différemment pour réussir à aller... parce que l'objectif, c'est que la province, le pays, puisse récolter son dû par rapport à l'activité économique qui se fait par cette entreprise-là. Et il faut trouver des solutions où on peut aller rechercher ces sommes d'argent-là de façon concrète et de façon, entre guillemets, réalisable dans un délai avant la prochaine... avant le prochain 100 ans, si on peut le faire, mais que ce soit réalisable. Est-ce que en travaillant des frontières, en travaillant certaines alliances, comment on pourrait, de façon plus concrète, comme province ou comme pays, le Canada, le Québec, tenter d'aller rechercher ce qui nous est dû, malgré... Est-ce qu'il y a des chercheurs, des gens qui sont penchés sur des solutions qui pourraient être réalisables relativement à court terme, sans tout aller rechercher, parce qu'on sait que ça peut être difficile, mais avec des moyens de taxation, avec des genres, je ne sais pas, des impôts minimums pour certaines entreprises qui seraient chez nous, avec un meilleur contrôle d'arrivée de produits au niveau des frontières, au niveau d'importation. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions qui seraient envisageables? Bien, je m'intéresse surtout aux entreprises, aux multinationales. Et à cet égard, je reviendrai simplement au fait que si le Canada n'avait rien fait pendant quelques décennies sur la question des paradis fiscaux, nous nous en porterions mieux aujourd'hui. Dans le sens où il a à son actif toute une série de mesures qui nous nuisent, parce qu'elles rendent possible le transfert d'actifs factices dans des législations de complaisance où il ne se passe rien. Il y aurait un employé, 2 employés qui généreraient des millions de dollars de capitaux en quelques années. C'est invraisemblable. Alors, si on voulait déjà partir à zéro et dire, nous, on n'a pas signé ces conventions-là. Et nous, politiquement, nous allons voir comment on peut élaborer un rapport de force avec les entreprises qui recourent aux paradis fiscaux et avec ces paradis fiscaux-là pour faire en sorte que lorsqu'on transfère des millions de dollars à la Barbade, vous savez que la Barbade, c'est le 2e pays au monde où les entreprises canadiennes investissent le plus après les États-Unis, là, sur papier. C'est à croire qu'il y aura les Jeux olympiques là-bas dans 2 ans. Je veux dire, avant l'Allemagne, avant la Chine, avant le Brésil, avant la France, avant le Royaume-Uni. 71 milliards de dollars selon Statistique Canada. Et c'est que des jeux d'écriture pour éviter de payer de l'impôt. C'est d'un cynisme fou. Et c'est parce que le gouvernement du Canada a rendu possible ce corridor d'amnistie fiscale permanente entre lui et ce pays qui est de l'envergure d'un point de vue économique et politique de la ville de Gatineau. Je veux dire, c'est parce qu'il a fait ça qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. On n'a pas à le suivre sur ce point-là, d'autant plus que d'un point de vue constitutionnel, nous avons toute l'attitude pour agir à notre manière sur ces questions. Merci. Une question, M. le député de Sainte-Rose? Oui, Monsieur le Président, je salue les invités. Je suis DHEC, je tenterai d'être pragmatique de l'autre côté. Imposer globalement avec un prorata, c'est ce que vous avez parlé. Est-ce que c'est un peu un synonyme du reporting par pays que propose le Tax Justice Network, ou pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux? Le reporting, c'est semblable. Et le reporting pays par pays peut être intéressant quand il s'agit de suivre des petites entités qui feraient affaire avec 1 ou 2 filiales créées dans un paradis fiscal. Là, on pourrait mieux la suivre à la trace. Pour les grandes multinationales, c'est vraiment complexe. Mais l'idée du reporting pays par pays, la divulgation d'actifs pays par pays, c'est ce que la France a contraint ses institutions financières à faire, là, c'est qu'on demande aux institutions de nous dire combien elles ont de capitaux au Caïman, combien elles ont de capitaux à Singapour, aux îles Seychelles, aux îles Marshall, ainsi de suite, qu'on le sache. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien, auprès des actionnaires, dire voilà quel est l'état de nos comptes sans préciser, sans ventiler l'inscription de ces actifs. Et en fait, la multinationale, encore une fois, elle n'existe pas. Elle fait seulement additionner ces actifs quant à toutes ces structures qu'elle a créées dans le monde et en donner le bilan. Donc, ça, c'est la divulgation pays par pays. Ce dont il est question ici, ce serait sous l'égide de l'ONU, par exemple, qu'on pourrait envisager la création d'une
organisation internationale du fisc qui concernerait un certain type d'entreprises des multinationales et qui les imposerait directement à un taux unique, disons, qui ferait l'objet d'une négociation. Et ensuite, quant à l'existence de cette société-là dans différents pays du monde, ensuite, on redistribuerait les actifs. C'est un modèle. Et ce qui m'intéresse pour ma part dans ce modèle, c'est moins de chercher à l'appliquer que de voir comment il peut inspirer des mesures particulières de la part de tel ou tel législateur. Merci. Nous allons passer du côté de l'opposition officielle. Monsieur le député de Rousseau. Oui, merci. Alors, bonjour à vous tous. Merci d'être là. Merci pour la présentation. Quelques questions. Tout d'abord, une chose dont vous avez parlé, M. Deneau, vous avez parlé de ne pas faire affaire, donc, pour l'État avec des entreprises ayant un dossier opaque, là, ayant des tentacules dans les paradis fiscaux. Vous avez mentionné l'Île-de-France. Moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais juste savoir comment ça s'est passé. Puis, d'après vous, l'Île-de-France se porte bien. Ils arrivent à faire leurs transactions financières. Il n'y a pas de... Alors, c'est pas... Parce que ce qui va arriver dans la conversation qu'on va avoir ici, puis c'est assez normal, c'est qu'on va se dire, si on agit de manière unilatérale, ça va causer de vastes problèmes. Alors, moi, je cherche des exemples de gestes qui ont été posés qui n'ont pas mené à des vastes problèmes. Alors, si vous êtes capable de nous dire ce qui s'est passé en Île-de-France, ou bien pour les municipalités dont vous nous parliez, j'aimerais bien. C'est difficile d'en parler longuement parce que, comme ça, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et il n'y a rien de notable qui se soit passé. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'agit de contracter un prêt, on ne se tournera pas vers l'institution dont on sait ou croit savoir qu'elle a des centaines de filiales dans des paradis fiscaux opaques et qui ne pratiquent pas la divulgation d'actifs pays par pays. Et ensuite, il y a des standards qu'on peut développer. Mais effectivement, c'est une façon de marquer une prise de conscience à son échelle. Et c'est un exemple de ce que signifie être de son temps lorsque la conjoncture est favorable. Très souvent, quand on dit on ne peut pas agir seul, on enchaîne en disant il faut que les choses se passent à l'échelle internationale, mais on rentre dans un fantasme, comme si tout d'un coup il allait y avoir je ne sais trop quoi dans le monde qui allait faire en sorte qu'à l'unisson, tout le monde parle donc de la même manière. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut, comme les États-Unis l'ont fait avec... on sait qu'il s'agit d'un pays paradoxal, complexe, avec beaucoup de contradictions, donc il ne s'agit pas de dire que c'est parfait. Mais on voit qu'il y a des acteurs politiques qui sont capables de faire bouger les choses à l'échelle des législations où ils se trouvent. Et nous avons ici, c'est le sens de notre mémoire, la conviction que le Québec a de très grandes marges de manœuvre dont il ne profite pas. L'idée d'une Google Tax, par exemple, de l'équivalent de ce qui a été mis en place au Royaume-Uni, est-ce que, d'après vous, au Québec, on peut aller de l'avant avec ça? Je n'ai pas entendu le début. Pardon, j'ai dit l'idée de la Google Tax. La taxe qui a été imposée là, par le Royaume-Uni, je crois que ça fait 1 an maintenant là, que c'est commencé. Est-ce que vous croyez que... parce que, bon... Mais je vais répondre de manière très générale. Le Québec est, du point de vue de la Constitution canadienne, absolument souverain en ce qui concerne son pouvoir de perception. Donc, il peut inventer les impôts qu'il souhaite. C'est-à-dire que tant que les impôts que le gouvernement du Québec prélève concernent son champ, les champs de compétences qui sont les siens et ses prérogatives quant au droit à dépenser dans tel secteur, à ce moment-là, il le peut. On ne se demande pas si on augmente la taxe sur le tabac ou si on crée une taxe santé, par exemple. C'est rare qu'on se demande si on a le droit. On a le droit tant qu'il s'agit du champ de compétences qui est celui du Québec. Donc oui, tout à fait, le Québec a le droit de concevoir tous les impôts qu'il veut. OK. Oui, Éric Bouchard-William voudrait ajouter quelque chose. Allez-y. Quand on a suivi les travaux de la commission, ce qui est assez... ce que vous recherchez, en fait, c'est des solutions qu'on peut mettre en place au Québec, puis qui ne causeraient pas des tremblements de terre, puis des problèmes plus grands que le mal qu'on veut régler. Bon. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point on est si mal outillé en termes d'analyse sur, justement, les conséquences de mesures A, B, C qu'on pourrait mettre en place. Quand on lit le mémoire du ministère des Finances, c'est un premier pas intéressant, c'est un bel effort qui a été fait, mais ça reste, somme toute,
extrêmement limité en termes d'analyse des effets de mesures qu'on pourrait mettre en place. Bon, on nous donne une série de mesures sur les planifications agressives, ce qu'on a fait, on a mis en place plein de trucs sur les planifications agressives, mais où est l'analyse des résultats? Aucun chiffre. On a plein de chiffres sur le combat de l'économie au noir. Là. On sait qu'on est allé chercher 3,4 milliards sur les planifications fiscales agressives, c'est 88 millions qu'on nous dit. On a eu un chiffre à un moment. Elles sont où les analyses? Je pense en tant que parlementaire, c'est une des choses à dire, c'est on n'a pas d'informations, mais il y a des gens au gouvernement du Québec qui peuvent donner des mandats pour dire, ben écoutez, il faut qu'on en sache plus. Vous posez la question, est-ce que la Google Tax est une bonne idée? Ben ils sont où les analyses? On devrait la poser la question au gouvernement du Québec. Est-ce que c'est une bonne idée? Puis on veut voir, pour le débat public, on veut voir ces analyses-là publiquement. Aujourd'hui, ce matin, moi, j'ai été là, j'ai assisté aux présentations de M. Larreau, de Mme Rixky. Ils ont donné plein d'idées. Et là, maintenant, ce qu'il faut, c'est analyser ces idées-là, puis de voir quels sont les effets, puis est-ce qu'effectivement, les effets pervers seraient plus importants que si on décidait de modifier ou de ne pas reconnaître certaines conventions fiscales, quels seraient les effets? Est-ce que les multinationales fuiraient le Québec? Moi, j'en suis pas convaincu, mais on n'a pas d'analyse. Et à mon avis, c'est le gouvernement du Québec, représentant les 8-9 millions de Québécois, devrait mener ces études-là. Merci. Merci de vos commentaires, M. le député. Ben, écoutez, je fais mienne vos demandes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est clair que de mettre en place une Google Tax, ça permettrait de rétablir une certaine justice puis une certaine équité dans la fiscalité. En même temps, je vois tout de suite les épouvantails qu'on va nous dresser puis qu'on va nous dépeindre si jamais on va d'avant avec ça. Et c'est très difficile, effectivement, assis dans la chaise dans laquelle je suis présentement et sans avoir les informations, de porter un jugement éclairé. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela étant, je me demandais si vous, de votre côté, vous aviez enfin, vous qui connaissez mieux que nous la situation à travers le monde, ce que vous en comprenez de ce qui s'est produit ailleurs lorsque des taxes équivalentes, entre autres au Royaume-Uni, là, évidemment, il est encore tôt, mais est-ce que vous avez de l'information quant à l'impact que ça a eu au Royaume-Uni? M. Deneau? Comme je disais d'entrée de jeu, notre approche porte davantage sur les effets du recours aux paradis fiscaux par les multinationales sur les États de droit. Et nous, on est un peu étonnés, et c'est pas un constat qui supposerait presque une approche sociologique. Là. Je suis pas en train de faire un reproche là, de but en blanc, mais on est étonné qu'on en soit à ce degré de balbutiement sur cette question-là en 2016. Au Québec, c'est-à-dire alors que le problème existe depuis 1990 d'une manière très nette. Très souvent, on se tourne vers des grands fiscalistes qui sont censés être à la pointe des réflexions sur ces enjeux et ça a pris des années avant qu'on entende parler du problème aussi. Une partie de l'explication vient de ce que, d'une part, la population ne s'est sensibilisée à ces questions-là que très récemment et que, deuxièmement, les correctifs qui doivent être apportés ne l'ont pas été ou commencent à l'être et donc on a encore de la difficulté à mesurer laquelle des solutions est la meilleure. Je finis avant de céder à mon collègue. Ce matin, on nous suggérait de demander à la Caisse de dépôt de revoir ses pratiques, de s'assurer qu'elle n'investisse, qu'elle ne fasse des placements que dans des entreprises n'ayant pas de tentacules dans les paradis fiscaux. Vous êtes, j'imagine, favorable à cela? Tout à fait, oui. Parfait. Merci. Bon, d'abord, je tiens à vous féliciter. Je l'ai dit en privé à Alain Deneau ce matin, il était présent. Vous féliciter de la qualité du travail, la résilience avec laquelle vous portez ce dossier. Moi, je m'y intéresse depuis un certain nombre d'années et je suis d'accord avec vous que le balbutiement auquel on assiste en termes d'analyse ici tient aussi au fait que c'est censé être le Canada qui s'en occupe et sous le gouvernement Chrétien, Martin, ils ont empiré le problème. Et sous le gouvernement Harper, on sait qu'au G8 et au G20, c'était ceux qui appuyaient sur le frein. Alors donc, c'était glauque. Et j'ai demandé ce matin à une spécialiste, Mme
je vais trouver son nom, Risky, qui était aussi candidate libérale fédérale. Comment ça se fait que le gouvernement Trudeau, qui se targue d'être progressiste, n'a rien fait, alors qu'il y a déjà un certain nombre de mois qu'ils y sont? Et j'aimerais savoir pourquoi. Donc, ce qui fait que nous sommes en situation d'envisager, de recommander au gouvernement ce que nous allons faire, un certain nombre d'actions québécoises. Et nous, on va en être. J'ai mes collègues, on est prêts à faire ces propositions-là, et si elles ne sont pas mises en œuvre avant 2018 et que nous sommes en position de le faire, j'ai déjà indiqué qu'en mon cas, ça serait fait dans les tout premiers mois de la fin 2018. Et je vous soumets ce scénario parce que ce matin, Mme Crézy nous disait, oui, mais il y a la courtoisie internationale. Alors, si nous, on décidait de dénoncer, disons, les 12 pires conventions fiscales avec les paradis fiscaux pour le Québec et donc de rendre immédiatement imposables les sommes qui sont à partir du jour où on dénonce, les gens disent, oui, mais ils vont simplement déplacer leur place d'affaires à Toronto ou au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que vous répondez à ça? M. Deneau. Déjà, est-ce qu'on veut d'une société, j'entends une entreprise, qui souhaiterait profiter d'un régime qui ne serait pas un régime libéral au sens philosophique ou référentiel, mais le régime d'un capitalisme assisté, où l'entreprise dirait moi, je veux pouvoir délocaliser mes actifs, évidemment, à la Barbade quand j'ai des profits, mais quand même profiter du système routier et du système de santé pour soigner mon personnel. J'aime bien que les ingénieurs soient formés par l'État, ça fait mon affaire. J'ai droit à la sécurité juridique ici pour investir et engranger des profits tant que je veux. Est-ce qu'il est pertinent pour le Québec d'avoir une Canadienne malartique qui ne paie pas d'impôts et qui coûte beaucoup à l'État du Québec parce qu'on lui fournit à cette entreprise-là du savoir-faire, des infrastructures publiques, un territoire aménagé, un grand nombre de biens, d'une part. D'autre part, rappelons-nous que les entreprises qui disposent de beaucoup de capitaux ne créent pas nécessairement beaucoup d'emplois. Avant de créer des emplois, souvent on les crée d'ailleurs dans les zones franches, qui sont les paradis fiscaux du travail, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sinon, elles vont investir dans des produits financiers qui ne sont d'aucun intérêt pour l'économie réelle. On va investir dans des produits à terme, dans des produits dérivés sur les marchés financiers à gros volume. Quand il ne s'agit pas simplement de planquer dans un compte bancaire les actifs qu'on détient parce qu'on a fait des profits relativement à des activités ou parce qu'on a sauvé beaucoup d'impôts. 630 milliards de dollars, les placements cumulés dans leur compte bancaire de la part des entreprises canadiennes, c'est énorme. On dit qu'il faut stimuler le capital, l'oxygéner, mais quand la facture fiscale baisse, tout ce qui augmente, c'est le montant inscrit dans un compte bancaire. M. Deneau, je vous remercie. On va passer maintenant du côté de la deuxième opposition avec M. le député de Beauce-Nord. Merci, M. le Président. Mon tour de vous souhaiter la bienvenue. M. Deneau, Mme Tremblay, M. Bouchard-Bouliane. J'ai bien aimé votre mémoire et j'ai bien aimé la teneur de vos propos. Vous vous rapprochez beaucoup de notre pensée qui est que l'individu est rendu surtaxé au Québec, le plus taxé en Amérique du Nord, et conséquemment des différentes politiques fiscales, qu'elles soient canadiennes ou québécoises. Et je pense que l'étude qu'on fait sur les paradis fiscaux comme tels, c'est pas une idée qui nous est sortie de la tête. Je pense que c'est commandé par les Québécois qui nous disent de plus en plus qu'on est les seuls à payer les impôts et puis qui sont étouffés financièrement parlant. Je pense que l'étude sur les paradis fiscaux, c'est ça. Il faut déboucher à un moment donné pour aller chercher des revenus ailleurs qui nous sont dus et qui nous sont volés. Et ça, je pense que la population québécoise est à même de constater qu'il y a du vol, mais attendre depuis
plusieurs gouvernements, et on a un ancien ministre des Finances ici à nos côtés, attendent de voir qu'est-ce qu'on va faire. Vous me rejoignez parce que vous dites aussi qu'on devrait innover, et ça, je vous suis parfaitement. La crainte de voir les sièges sociaux s'en aller ou de voir l'activité économique s'en aller, je pense que c'est de la foutaise. Écoutez, lorsqu'il y a possibilité, et moi je reviens toujours à, ce sont toujours les grosses fortunes, les grosses multinationales qui nous coûtent le plus cher en subvention par après. C'est pas l'individu. L'individu, il paye, lui. C'est pas les PME. Ils ont de la misère à avoir 5 cents. Mais les grosses multinationales, comme la famille Baudouin, prenons Ciment Mécanisme, prenons la C.C. Race, prenons Bombardier, c'est des fleurons de l'industrie. C'est correct, c'est des fleurons de l'industrie, mais ce sont si fleurons que ça de l'industrie qui s'organisent eux autres mêmes, qui viennent pas nous voir. Là, vous me rejoignez. Maintenant, moi, j'aimerais savoir à court terme, parce qu'on sait que ça ne se mettra pas en place rapidement, là, parce qu'on a une foule de facteurs à tenir compte. À court terme, c'est quoi les meilleurs outils pour essayer de récupérer notre dû, compte tenu que les institutions internationales dont vous nous avez parlé, là, ça ne sera pas mis en place là, à court terme, ça? Ben, d'abord, je suis tout à fait ravi d'entendre votre raisonnement. Si on postule que les particuliers sont trop imposés, c'est un postulat, parce que les Suédois, les Finlandais, les Danois sont plus imposés que nous, mais ils ne s'en plaignent pas. Pourquoi? Parce que l'impôt qu'ils paient a du sens. Parce qu'à côté, on a l'université gratuite, la piscine gratuite, la bibliothèque municipale gratuite. Je veux dire, on a des congés de maternité, on a des avantages qui font que l'argent qu'on garde, c'est de l'argent de poche. Les hôpitaux sont gratuits. Et voilà. Bon. Donc, qu'on soit trop imposé dépend de ce que l'État fait des deniers publics. C'est pas simplement une affaire de taux ou de débours. Bon. Maintenant, effectivement, on peut enfin partir de votre raisonnement et aller ailleurs, pas dire « Ah, l'État dépense trop ». Non, c'est pas que l'État dépense trop, c'est qu'il y en a qui ne paient pas leur juste part. Il y a une catégorie de gens qui ne paient pas leur juste part, on les matraque. Il y a une catégorie de gens qui ne paient pas leur juste part, on les encense. Non, ça dépend de la classe sociale à laquelle on appartient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je serais obligé de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il y a seulement un point avec lequel je serais en désaccord, c'est quand vous dites ça ne bougera pas. Mais il en tient à vous. Parce que la loi, on parle toujours de la loi comme étant une chose... Sur les questions fiscales, on parle souvent de la loi comme étant la traduction de la volonté des dieux. On fait comme si la loi rend ça possible. Mais la loi, c'est vous qui la faites. Faites-en une qui soit conforme à ce qu'est la loi, c'est-à-dire une traduction de la conscience publique. Votez-nous des lois qui traduisent ce qu'on considère comme citoyennes et citoyens acceptables, morales, ou bien non, dignes de sanctions. Mais cette loi-là dont on parle, c'est celle que vous votez ici aussi. Et je veux dire, il y en a des solutions techniques, il n'y a que ça. Jean de Maillard, un juge français qui écrit des livres sur cette question, nous dit qu'on pourrait très bien ne pas reconnaître une transaction financière dont on ne connaît pas la provenance ou la destination. On pourrait très bien, il faudrait un petit peu remettre en cause le logiciel idéologique du libre-échange, mais on pourrait très bien se dire, lorsqu'un produit est fait par des enfants et par des femmes et des hommes qui n'ont pas droit à la syndicalisation, qui sont payés $1 par jour quand ils sont chanceux, et qui œuvrent dans des conditions dont on ne voudrait jamais, nous, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos proches. On pourrait dire, mais ce produit-là, il sera taxé à la douane pour des raisons sociales. Il faut sortir des sentiers battus et faire preuve, là je le dis au sens philosophique, de souveraineté, c'est-à-dire penser par soi-même. Oui, la souveraineté, moi je considère que nous avons la souveraineté fiscale. Tout à fait. M'arrête là, c'est la souveraineté. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça avec mon frère de droite. Si vous Il n'y a pas d'autres questions, M. le Président. Si vous permettez, Aline Tremblay, Il y aura peut-être une petite Merci. Oui, réaction de Mme Tremblay. Oui, allez-y, vous avez l'occasion. Moi, j'ai suivi tous vos travaux. Je ne suis pas venue ici
ici même à l'Assemblée nationale, mais j'ai suivi tout ce qui s'est passé. Et j'ai été particulièrement étonnée de voir que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce que le Québec a fait jusqu'à maintenant, c'est de tenter de manière civilisée de s'harmoniser avec le fédéral. Okay? C'est la ligne de fond qui est ressortie et de l'Agence de revenus du Québec et du ministère des Finances. Et là, je me dis, dans une ligne où il faut que le Québec s'approprie, s'émancipe avec ce qu'il a, puis qu'il se mette en route, je pense qu'en même temps, vous pouvez très, 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 très bien avoir une cohérence et un suivi très serré du fédéral. En même temps. Vous avez voté, il me semble, une loi, vous avez voté un appui unanime, je pense que c'est unanime à l'Assemblée, par rapport à la Barbade. Alors, il faut suivre. Hein? Et je pense que tout en innovant ici, il faut se dire qu'on suit de près ce qui se passe au fédéral et on intervient d'une manière systématique. C'est l'objet de nos travaux. Monsieur le député de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites. D'abord, bravo, Madame Tremblay, M. Nanon, M. Bouchard. Parmi les solutions qui ont été évoquées par plusieurs personnes, que nous avons nous-mêmes abordées et suggérées à Québec solidaire depuis des années, c'est que l'État québécois soit cohérent dans ses propres actions, dans ses propres lois, dans ses propres juridictions, entre les ententes, les investissements, les contrats donnés à des entreprises et sa volonté de voir ces entreprises-là respecter les règles fiscales, d'être d'honnêtes citoyens fiscaux, ce qui est très difficile parce que la plupart, malheureusement, ont des pratiques parfois qui frisent la fraude, mais en tout cas des pratiques qui sont légales mais qui sont moralement et fiscalement hautement discutables. Je voudrais attirer l'attention de mes collègues parce que c'est très important, parce qu'il s'agit quand même d'un domaine où le Québec peut aller chercher beaucoup d'argent. En juillet 2015, un article du Devoir permettait de faire le calcul que sur les 12 dernières années, le Québec a perdu 1,4 milliard de dollars parce qu'on a dépensé 1,7 milliard de dollars en infrastructures et en dépenses fiscales de toutes sortes pour le secteur minier. En retour, sur 12 ans, on a eu 300 millions de redevances. Donc, quand on fait le calcul, pour chaque dollar qu'on a recueilli de l'activité minière, le Québec a dépensé 5,7 dollars, presque 6 dollars. On a dépensé 6 fois plus que ce qu'elle nous a rapporté. Ça, c'est en termes des redevances versus l'investissement qu'on a fait pour les routes, pour l'appui au secteur minier direct et indirect. Et en plus, pendant les chiffres qu'on a, c'est que de 2011 à 2015, chaque année, en moyenne, est sorti du sous-sol 9 milliards de dollars. Donc, 45 milliards de dollars de la valeur qui nous appartient sont sortis de notre sous-sol. Puis en plus, pour que cette activité s'opère, on a payé pour chaque dollar que ça nous rapporte 6 dollars de notre poche. Vous voyez l'ampleur du phénomène. Mais si c'est possible pour les multinationales de ne payer que 300 millions sur les 45 milliards qui sont partis, pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes d'échappement à la fiscalité aux redevances qui s'appellent notamment dans le domaine minier le prix de transfert. J'aimerais donc nos amis de nous parler un peu de ce prix de transfert comme mécanisme, comme moyen d'échapper à l'impôt qui fait si mal au Québec, notamment au secteur minier, pour qu'on puisse réparer ça et régler ça. Bien, le prix de transfert est précisément ce que facilite les accords que le gouvernement fédéral a signés avec bien des paradis fiscaux. Il faut déjà comprendre que pour qu'il y ait prix de transfert, il faut qu'il y ait plusieurs entités. Et donc, quand on est une multinationale, c'est facile de pratiquer le prix de transfert. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle assez souvent sur la base des brevets ou de la propriété intellectuelle. On crée une filiale en Irlande qui est en lien avec une autre filiale aux Pays-Bas, qui est en lien avec une filiale aux Bermudes. Et on fait ce que Google a fait en 2011, c'est-à-dire qu'une entité est propriétaire des droits de propriété intellectuelle de l'utilisation d'une marque, comme Google, et elle peut facturer à toutes les autres entités du groupe des redevances pour que soit concentré un maximum d'actifs dans la filiale qui est
propriétaire des droits d'utilisation de la marque. Donc, à la fin de l'année, Google paie 2,4 % d'impôts à l'échelle mondiale parce que sa filiale des Bermudes a été capable de concentrer plus de 10 milliards de dollars parce que chaque entité dans le monde qui utilise la marque Google paie des redevances à la filiale bermudéenne via tout un montage. Et c'est évidemment ce qu'on peut faire à la Barbade. C'est ce qu'on peut faire en Suisse. Et je reviens... Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pris le temps de dire parce qu'on a peu de temps. Est-ce que votre exemple s'applique aussi à Uber? Il faudrait voir. Il faudrait avoir accès aux données. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le gouvernement du Québec est, je veux dire, et demande à son agence de revenus d'être très dur avec la serveuse à pourboire, le restaurateur familial, le notaire de village. Mais quand il s'agit d'Uber, là, on a un interlocuteur avec qui on discute. Même chose au fédéral. Pendant que la firme KPMG couvre des clients qui font l'objet de négociations assez complaisantes, on a Rona qui doit donner la liste de ses clients qui sont, eux, des petits joueurs dont on devine déjà qu'ils vont passer au crible parce qu'ils n'ont pas les moyens de négocier. Et ça rappelle la phrase de Charlie Chaplin qui disait « Tuer une personne, vous êtes un criminel, tuez-en des millions, vous êtes un héros. » Et on pourrait avoir le même genre d'échelle sur un plan fiscal. Roulez l'État à fond et vous serez en quelque sorte dans situation de légalité, en situation de négocier, mais voler un peu. Et merci de votre participation, Mme Tremblay, M. Bouchard-Bouliane. Merci d'avoir participé à la commission.